42 degrés sous zéro. Ces hommes, couverts de fourrures d'ours et de caribous, chassent au milieu d'un monde nu, vierge de toute végétation. Ils sont les descendants directs de la civilisation de Thulé, ces grands chasseurs de l'Arctique, arrivés ici il y a 1000 ans. Sous la glace de mer, se tapit un océan noir et impénétrable. En quête de nourriture, leur instinct de chasseurs inuits les pousse à renifler la glace pour être en prise directe avec le monde sous-marin. Au printemps, la banquise craque et se disloque. C'est la débâcle. Ce sol que l'on pensait solide part véritablement à la dérive. Il y a une telle quiétude, un tel silence, on a du mal à imaginer que tout ça, tout d'un coup, puisse changer. Et pourtant, une des notions qui caractérise à mon avis le mieux la banquise, c'est la versatilité, tant les choses ici peuvent changer avec une rapidité et une brutalité, à commencer par le temps qu'il fait, le paysage ou même la glace sur laquelle on est. Bonsoir, Ushuaïa Nature au Nunavut, qui est le territoire canadien des Inuits, et donc plus particulièrement sur cette mer gelée qui est en train un peu de se disloquer, que l'on appelle l'océan Arctique, qui est certainement l'écosystème le plus surprenant et le plus méritant qu'il soit, parce que c'est un prodige d'adaptation. Et quand on a ce privilège de séjourner sur la banquise, ça passe par une nécessaire période d'adaptation. On reste quelques jours dans une espèce de flottement, c'est le cas de le dire, comme s'il fallait se libérer de nos repères habituels et se fabriquer de nouvelles normes. Il faut que nos sens ici se réinitialisent, tant tout est différent, et à commencer par la nuit qui fait relâche pendant près de 6 mois. Et cette absence d'obscurité, elle est perturbante parce qu'elle cesse de fractionner le temps et d'ordonner le jour, et ça crée un étonnant sentiment comme ça de permanence intemporelle. Et puis, ce qui participe aussi comme ça au trouble, c'est ce sol incertain sur lequel on se déplace. On ne sait pas très bien si on est sur un continent qui flotte ou un océan solide, mais en tout cas on entend toujours cette glace se fracturer, se fissurer, se mettre en place, et on craint à chaque instant que le sol ne se dérobe sous nos pieds. Puis l'absence de certaines couleurs, l'absence de végétation, cette lumière propre à l'Arctique avec le soleil comme ça qui tourne en 24 heures autour de l'horizon. Et enfin, le plus déconcertant, c'est cette vie improbable qui est toujours là où on ne l'attend pas, à commencer par ces légendaires narvals ou ces incroyables ours polaires. On sait qu'ici est leur résidence, mais il faut reconnaître que notre imagination a du mal à les placer dans un tel décor. Mais ce qui est tristement étonnant, c'est que cette vie à l'écart du reste de la planète subit aussi ici les conséquences et les influences de nos pollutions pourtant très éloignées. Pensez que les femelles des ours polaires ont des dérèglements hormonaux dus à la pollution des métaux lourds véhiculés par l'atmosphère. Et c'est d'autant plus un paradoxe cynique, cette pollution qui affecte l'Arctique, c'est que la banquise en retour conditionne les grands équilibres climatiques et écologiques du reste de la planète. Voilà quelques-uns des points que nous avons l'intention d'évoquer ce soir dans cette magnifique dérive polaire. Le photographe Rémi Marion connaît bien cette dérive annuelle.
Régulièrement, il sillonne ce continent gelé pour immortaliser sur la pellicule les créatures polaires et l'univers boréal qui illustreront ses livres et alimenteront ses conférences. Il est à Igloolik, le cœur culturel des Inuits du Nunavut. Ici, l'océan a déjà repris sa couleur d'été. Le bassin de Fox, sur lequel s'engagent Rémi Marion et son guide, est réputé pour abriter l'une des plus grandes colonies de morses, ou chevaux de mer, comme on les nommait au XVIe siècle. Pendant ce temps, à 75 degrés de latitude nord, bien au-delà du cercle polaire, les plongeurs d'Ushuaïa Nature glissent sur la mer gelée, bordant les monumentales falaises de la baie de l'Amirauté. Le biologiste marin Laurent Balesta, en compagnie du caméraman Laurent Guénoun, espère rejoindre le flow edge, la frontière entre la banquise et l'océan liquide, pour tenter de percer le mystère de la licorne. En ce début d'été, la banquise est fragile. La caravane doit contourner les innombrables fractures lacérant la glace. Très vite, ces fissures deviendront infranchissables, isolant alors les hommes qui se trouveraient plus loin sur la banquise. Mais l'esprit des chamans veille sur eux. Les Inukshuk, ces empilements de pierres, ont été posés là par les Inuits depuis la nuit des temps, comme pour rappeler aux incrédules que ces territoires appartiennent bien à un peuple et à une culture. Depuis le XVIIe siècle, explorateurs, aventuriers ou baleiniers mettaient un point d'honneur à vérifier et à cartographier le moindre méandre, passage ou cul-de-sac, au péril de leur vie. Il faut attendre 1905 pour qu'un homme réussisse enfin à forcer le légendaire passage du Nord-Ouest. La quiétude arctique, l'océan liquide qui se confond avec l'océan solide. On entend par moments la glace se fracturer, la banquise en décomposition qui s'émiette. Tout cela se disloque. Oh là là là. Magnifique. Et c'est ce moment privilégié que nous avons choisi pour visiter cette région du Grand Nord de l'océan Arctique. Car c'est à cette période de l'année, lorsque la glace se fracture dans
de longs chenaux que les narvals tentent petit à petit de se rapprocher des terres où la nourriture est plus abondante. Et c'est peut-être là que nous aurons la chance de rendre visite à ces légendes arctiques. Dans le détroit de Lancaster, avec la terre de Baffin et Devon Island, tous ceux qui se sont intéressés à cette immense saga polaire connaissent ce nom, car le détroit de Lancaster fut convoité pendant des siècles par tous ceux qui prétendaient trouver le fameux passage du Nord-Ouest qui reliait la vieille Europe à l'océan Pacifique. Probablement que l'Odyssée des pôles, et notamment la recherche du passage de Nord-Ouest, est la saga la plus inhumaine qu'il soit. Combien, bloqués par cette banquise, ont dû se résigner à passer plusieurs hivers successifs. Peu d'entre eux parvinrent à revenir à leur port de départ, chacun inscrivant sa contribution à la cartographie de ces régions encore inconnues. Et le moment est propice pour rendre un hommage à tous ces héros de l'Arctique. Des noms prestigieux comme Baffin, Frobisher, Parry, Franklin. Cet Anglais extraordinaire qui finit malheureusement avec ses deux bateaux, les Rébus et le Terror, par disparaître dans ces régions-là. Et sous l'impulsion de sa femme, Lady Franklin, 40 expéditions furent menées pour tenter de le retrouver. 40 expéditions, là aussi, de souffrance et d'aventure, mais qui contribuèrent à préciser petit à petit le passage vers le nord-ouest. Et celui qui, en finale, inscrit son nom en lettres d'or en Arctique, l'homme de tous les exploits, le Norvégien Roald Amundsen, vainqueur du passage du Nord-Ouest, plus tard le premier à fouler le pôle sud géographique, l'homme qui réussit pour la première fois en ballon dirigeable la traversée de tout l'océan Arctique, et l'homme qui malheureusement disparut en cherchant vainement à retrouver l'Italien Nobile qui lui-même tentait une expédition en ballon dirigeable au pôle Nord, et Amundsen était parti le chercher en avion et on ne retrouva jamais la trace du Norvégien. En ce début de XXIe siècle, l'exploration des pôles continue. Après 3 heures de navigation, Rémi Marion arrive sur les premiers blocs de glace flottant au cœur du bassin de Fox. Cette glace provient du morcellement de la banquise. Mais avant de fondre complètement, elle constitue un archipel d'îles éphémères, ultime refuge pour les morses qui se tiennent ainsi un peu à l'écart de leurs prédateurs. Mais l'ours blanc est un excellent nageur. Guidé par son odorat, il est capable de parcourir des dizaines de kilomètres dans l'eau pour capturer un jeune morse, l'une de ses proies favorites. En se rapprochant des morses, Rémi Marion, sans l'avouer, espère bien apercevoir l'ours. Il faut un œil très aguerri pour repérer la faune polaire.
Le photographe a pris un peu de hauteur pour distinguer les taches brunâtres des morses ou le souffle de leurs naseaux à la surface de l'eau. Le morse est un symbole en Arctique. Pesant près de 1 tonne, il est puissant et peut être dangereux. Il appartient à la mythologie inuite et sa représentation est dominante dans le bestiaire des chamans, comme les celles de l'ours polaire. Le morse adulte ne craint généralement pas le plus efficace prédateur de ces contrées. Ses canines en forme de sabre lui servent à se hisser sur la glace, à s'imposer au sein du groupe, mais surtout à défendre sa progéniture contre les attaques de l'ours. Les impressionnantes dents d'ivoire ne sont pas les seuls attributs redoutables de l'animal. Avec sa tête, il est capable de briser une banquise de 15 cm d'épaisseur pour pouvoir respirer. S'ils se nourrissent principalement de vers, de crustacés et de poissons lents, certains individus peuvent aussi s'attaquer à des phoques. Le cas est rare, mais ici à Igloolik, l'on dit qu'un morse sur 1000 pour cette raison est extrêmement dangereux. Stop. Aujourd'hui, l'ambiance est sereine et l'on joue jour tranquille sur une banquise partant en lambeaux. L'ours blanc n'a pas pointé son mufle. Rémi Marion observe tranquillement les morses et l'Inuit qui l'accompagne a volontairement oublié son fusil. Le photographe a besoin de ce genre d'escapade pour toujours plus approfondir sa connaissance des régions boréales. Il puise son inspiration dans ces immensités glacées. Pour tirer de meilleurs portraits de ces gros mammifères, Rémi Marion décide de se risquer sur la plaque de glace qui les accueille. Pour lui, plus on contemple la nature, et plus elle se révèle subtile et respectable.
cœur du détroit de Lancaster, le camp de base a été monté par l'équipe de plongée, menée par Laurent Balesta, à quelques kilomètres des eaux libres. À partir de ce camp, seront conduites plusieurs missions d'exploration par l'équipe d'Ushuaïa Nature. La première, menée par le biologiste marin, consiste à capturer un requin des glaces pour des études génétiques. Les guides inuits l'ont prévenu par radio qu'ils avaient réussi à remonter un grand squale des profondeurs. Il faut faire vite car le requin, toujours vivant, doit être rapidement remis à l'eau pour éviter son asphyxie. Wow, what a big Quel shark. beau requin. I'm going to take some Je vais sample, faire okay? quelques prélèvements, ok? Qu'est-ce qu'il a dans l'œil? It's a parasite. C'est un parasite, un copépode. A copepod parasite. And so now Et maintenant, il est aveugle. Il ne voit plus rien. Juste un peu de lumière, probablement, mais pas d'image précise. C'est à cause du parasite. Not able because of the parasite. But Avec ça, il ne peut plus voir? no, he cannot. He cannot anymore. Non, plus jamais. Mais au fond de l'océan, ce n'est pas un vrai problème. Il fait si sombre que ce n'est pas très utile de voir distinctement. Useful, you know, to be able to see. Juste sentir. Oui, c'est suffisant. Je vais me mettre là-bas. Est-ce que je peux t'aider? Ah yes. Ok. You try to hold Tu it like peux that tenir to cela open. pour ouvrir les branchies. Ok. Ces prélèvements seront très utiles au professeur Bernard Serret. Ce grand spécialiste français des squales s'intéresse en effet aux étranges liens de parenté mis en évidence entre les requins des glaces présents à la fois en Arctique et en Antarctique. And now the copepods. Parasite. He knows it. Tu vois, la membrane de l'œil, elle est vraiment plus fine que le reste du corps. Donc il s'accroche à l'œil. C'est plus mince, c'est peut-être pour ça. Ok. Rarement filmé dans son milieu, ce requin est donc connu également de l'autre côté de la Terre, en Antarctique. En analysant les tissus prélevés sur des spécimens des deux hémisphères, il sera possible de mieux connaître les liens de parenté entre les deux populations distantes de 20 000 kilomètres. Le requin reprend lentement sa nage. Laurent ne pourra le suivre que quelques secondes avant qu'il ne plonge dans les abysses. Le biologiste poursuit sa progression sur la zone plus raisonnable des moins 30 mètres de profondeur. Ce qui l'intéresse particulièrement à cet instant, c'est la biodiversité très mal connue des fonds marins en Arctique. Car si cette région du globe est apparemment un désert en surface, sous l'eau, d'innombrables créatures totalement insoupçonnées vivent en abondance.
L'eau salée de l'océan est à moins 1,5 degré, soit à 3/10 seulement de son point de congélation. Comme les anémones, ce gorgonocéphale aux 1000 bras, proche parent des étoiles de mer, se satisfait parfaitement de son environnement très froid. Étrange cette rascasse des glaces qui tolère sur son dos ce juvénile de Liparis comme s'il était son poisson pilote. La forêt de kelp abrite une multitude d'animaux. Elle offre un contraste saisissant avec la surface de la banquise, uniformément blanche et désertique. Si les eaux polaires sont connues pour leur grande productivité, cette plongée prouve qu'elle recèle aussi une réelle biodiversité. Étrange cette araignée blanche, un penthopode, dont les fines pattes convergent vers un corps qui semble inexistant. L'orang remonte sous la banquise. Elle arbore une couleur verdâtre sur toute sa surface. Une prairie est en train de se former sous l'eau à la faveur du soleil printanier qui brille désormais 24 heures sur 24. Véritable usine à photosynthèse. Une aubaine pour le zooplancton herbivore, lui-même source de nourriture pour le zooplancton carnivore, comme cette groseille de mer. Ces animaux incroyables sont des cténaires, dont la caractéristique est de piéger leur petite proie à l'aide de cellules gluantes. Le jeu de lumière colorée est le fruit de la vibration de cils leur servant à se mouvoir. Des cils si fins et si nombreux qu'ils décomposent la lumière comme le ferait un prisme. La plupart des cténaires, comme ce Leucothea multicornis de Méditerranée, est ici atteinte de gigantisme. La nage délicate de ce ptéropode, plus familièrement appelé ange des mers, complète cette observation étonnante du monde sous-marin polaire. Grâce à cette profusion d'organismes vivants et variés, la vie de l'Arctique, en surface, a construit toute sa subtilité et sa diversité. Mais toutes ces existences, tributaires de la face cachée de la banquise, ne tiennent plus qu'à quelques fils.
Le camp de base des plongeurs est le point de ralliement de toutes les équipes d'Ushuaïa Nature au Nunavut. Suspendu sous son cloudhopper, Nicolas revient d'un long survol de la banquise. Rémi Marion a rejoint le campement depuis quelques jours. Il a déjà pris ses habitudes et ses quartiers. Après l'émorce du bassin de Fox, il a l'espoir de pouvoir observer ici l'ours polaire. Le territoire de chasse des plantigrades se concentre désormais à la frontière entre la glace et les eaux libres, à 10 km du camp. Mais apercevoir l'animal est une affaire de patience. Alors, Ça va? qu'est-ce que tu as encore été déniché? Eh ben, on est allé plonger sous la banquise et on a remonté des créatures vraiment étonnantes qui sont très rarement observées d'ailleurs. C'est quoi ça? Ça, c'est un amphipode. Jusque-là, c'est un groupe d'animaux qui est assez banal, à part qu'ici, il prend relativement des tailles de géants. Et celui-là est particulier parce que si tu vois, tu as un gros individu qui porte sur son dos des centaines de petits autres individus. C'est vraiment ce que je vois là. Tout ce que tu vois, ce ne sont pas des ramifications, ce sont des petits individus perchés dessus. Moi, je peux te dire que j'ai vu une autre échelle en ballon. J'ai vu quelques silhouettes de narval. Ah. Enfin, je suis quasiment sûr que c'est du narval. À mon avis, ça doit être plus facile à voir du ciel que Ah oui, à probablement. voir sous l'eau. Enfin, on verra ça plus tard. Ce que j'ai vu surtout qui est impressionnant, c'est le travail de la débâcle. Ouais, là, le processus a commencé et on voit la banquise qui se lézarde, des eaux libres qui commencent à apparaître un peu partout, des lentilles d'eau, on voit que le C'est soleil est en train... exponentiel. Ah en oui, fait. Dès que ça va commence, ça va à une de vitesse. plus en plus vite. Là, le camp, dans quelques jours, ça sera de l'eau libre. C'est assez étonnant. Et avec cette animation, tu vas voir, on comprend très bien. Voilà. Voilà. Là, on est donc en été, la glace est réduite à son minimum, 7 à 8 millions de kilomètres carrés. Et puis progressivement, tu vois, les mois défilent et on arrive au cœur de l'hiver. La surface a doublé et on est à 14 à 15 millions de kilomètres carrés de banquise. Voilà. Bon, et puis c'est une sorte de poumon presque. Hein. L'été, ça se réduit et l'hiver, ça augmente à nouveau. Alors, il faut peut-être essayer de se poser la question basique de savoir pourquoi est-ce qu'il fait froid en Arctique et pourquoi, dans le même temps, il fait chaud en Équateur, sachant que l'équilibre climatique de la planète, c'est un équilibre subtil entre la chaleur tropicale et le froid polaire, et que cet équilibre se fait par deux fluides, les courants océaniques et les courants atmosphériques qui permettent évidemment de réguler tout ça. Alors, il fait froid au pôle et il fait chaud sous l'équateur, tout simplement parce que sous l'équateur, comme le soleil est à l'aplomb de l'équateur, les rayons frappent perpendiculairement et que la couche d'atmosphère traversée par ces rayons étant moins épaisse, eh bien l'énergie est quasiment optimale. A l'inverse, les rayons arrivent au pôle d'une manière oblique et traversent une longue couche d'atmosphère, donc c'est 40% à peu près de l'énergie qui arrive seulement en Arctique, et de surcroît, Une énergie qui est diluée sur une elle est surface diluée plus sur grande. une grande surface, et en plus 90% de cette énergie est renvoyée par la banquise dans l'espace, ce qui veut dire il reste évidemment très très peu de calories, c'est pour ça qu'on connaît ici ces températures. Alors on parlait des deux fluides, Oui. et ici se forme, c'est vraiment le moteur ici des grands courants océaniques. Grands courants océaniques. Et c'est vraiment les grands courants océaniques, il faut voir, qui tempèrent un peu le climat de la planète. Et un des plus grands moteurs de ces courants océaniques a lieu en Arctique, tu vas voir. Donc il faut imaginer que là on se trouve un peu plus tard que maintenant. Et la glace est en train de se former. Et au fur et à mesure que la banquise se forme, que l'eau de mer se fige, progressivement cette glace perd son sel. Et l'eau de mer sous-jacente, juste sous la banquise, va se charger en sel. Du coup, sa densité augmente. Son poids, tout simplement. Donc cette eau va avoir tendance à couler, d'autant plus qu'elle se refroidit en arrivant au pôle. Donc elle plonge. C'est ça qui va donner la première impulsion. Première impulsion, ces courants atteignent le fond des océans et redescendent le long de l'Atlantique, remontent dans l'océan Indien, remontent dans l'océan Pacifique,
au niveau des zones tropicales, elle remonte vers la surface. Et puis elle remonte l'océan Atlantique pour revenir ici et à nouveau se charger en sel, recouler à nouveau, etc. Mais cette boucle là que je viens de te résumer en 2 secondes, en réalité, elle prend 1000 ans, environ 1000 ans. Donc tout ce qu'on peut aujourd'hui observer comme changement, comme régression de la banquise, et donc pour autant des perturbations de ce courant-là, on n'aura de véritables répercussions que dans 1000 ans. Donc il y a vraiment prudence en la demeure parce qu'on ne sait pas quelles Ce qui veut dire seront les que conséquences. la banquise a plusieurs rôles dans les équilibres climatiques. Effectivement, à la formation de la glace, ce mécanisme de perte de sel est un moteur pour les grands courants océaniques. Voilà. Mais il y a un rôle qui est évidemment aussi essentiel, c'est dans le rayonnement de cette banquise qui renvoie une partie de l'énergie reçue, 90% de l'énergie reçue en altitude, et que si cette banquise venait, comme c'est le cas, à diminuer, puisque on a constaté qu'en 50 ans, 40% de sa surface a diminué, de son épaisseur a diminué, et 6% de sa surface a diminué, ce qui est quand même considérable, ce qui laisse à penser, selon les experts, qu'à l'échelle de 2050, il n'y aura plus l'été de glace dans l'océan Arctique, ce qu'on appelle les glaces permanentes. Voilà. Et puis il y a un effet de cercle vicieux, c'est-à-dire tu disais justement que 80 à 90% de l'énergie solaire est renvoyée à l'atmosphère. À l'inverse, s'il n'y a plus de glace, l'océan en absorbe 80 à 90. Ouais. Donc il y aura un emballement. La quantité qui était rayonnée, renvoyée dans l'espace, cette fois-ci va être absorbée par l'océan. Donc c'est un cercle vicieux qui tend à réchauffer et donc à faire fondre encore plus vite. Voilà. Cercle vicieux Ce qui veut dire assez que dramatique. si l'Arctique, comme on le craint, se réchauffe, c'est toute la planète qui va transpirer. Voilà. Le réchauffement de la planète est réel, mais on ne transpirera pas au campement aujourd'hui. La tempête s'est levée. Certaines précautions s'imposent. Pour ne pas risquer de voir s'envoler les tentes et se retrouver en plein sommeil sous son duvet à la belle étoile, il faut les consolider en confectionnant un bourrelet de neige pour limiter la prise au vent. Il faut aussi rassembler le matériel pour le retrouver aisément le lendemain et surtout s'organiser pour la nuit. Proche du flow edge et avec un vent pareil, la banquise travaille. Le camp est à la merci de la plaque sur laquelle il repose. Infatigable observateur, profitant d'une relative accalmie, Rémi Marion a regagné sa tour de guet. En attendant l'ours, il est témoin de la féerie des lumières du ciel en ce jour de printemps boréal. En hiver, en revanche, la voûte céleste arctique s'obscurcit pour de longs mois. Le ciel noir clouté d'étoiles est alors parfois le théâtre de phénomènes lumineux extraordinaires venus du fond de l'espace. Pour les peuples du Nord, l'aurore boréale, tel un chemin de lumière, conduit les esprits vers le paradis de la nuit. Sur la base scientifique d'Escat, en Norvège, de gigantesques paraboles braquées vers le ciel sont à l'écoute des plus infimes signaux radioélectriques en provenance de l'espace.
Seuls quelques scientifiques occupent la station. Les moyens informatiques modernes permettent en effet de travailler avec les autres spécialistes restés dans leur pays. C'est aujourd'hui une importante séance d'observation et de mesure. Les ordinateurs tournent à plein régime. Car à 150 millions de kilomètres de la Terre, le Soleil est en pleine activité. À sa surface, des arches de feu grandes comme 10 fois notre planète génèrent des flots de particules hautement énergétiques qui partent à l'assaut de tout le système solaire. À 65 000 km d'altitude, les vents solaires sont bloqués par la magnétosphère enveloppant la Terre. Mais ce bouclier n'est pas totalement étanche. Les particules percutent alors les rares atomes d'azote et d'oxygène encore présents dans la ionosphère entre 100 et 600 km d'altitude. De ces chocs naissent des photons, la lumière qui embrase les pôles. En mélangeant les imageries informatiques et réelles, enregistrées par les satellites d'observation, les scientifiques matérialisent sur un écran le phénomène. Lorsque l'aurore s'anime, apparaissent des stries ou des raies verticales se développant parallèlement aux lignes de champ magnétique de la Terre. La couleur du phénomène est déterminée par son altitude. Au plus haut, les lumières rouges dominent. Ensuite, les lumières vertes, les plus visibles. Enfin, dans les couches les plus basses, se trouvent les lumières violettes et bleues. Les aurores les plus intenses émettent même des craquements et grésillements que la science ne peut encore expliquer. En langue sami, aurore se dit d'ailleurs lumière audible. Aucune chance d'admirer une aurore dans le détroit de Lancaster pendant l'été, en raison du jour permanent. Malgré les capacités d'isolation des nouveaux vêtements polaires,
le thé bouillant reste le meilleur moyen pour réchauffer l'intérieur du corps de Rémi Marion dans son attente ô combien méritoire. De leur côté, Laurent et Nicolas se sont éloignés du campement et prêtent une oreille attentive. T'entends? Ouais. Alors on entend très très bien les phoques. Laisse-moi écouter. Alors, Incroyable. C'est joli en plus. ouais, ouais. Je sais pas ce qu'ils se racontent, mais ça tchatche. Hein. Ça, c'est quand même incroyable parce que on a du mal à imaginer qu'il y a toute une vie qui s'est parfaitement adaptée à Toute une vie de mammifères, Ouais. toute une vie Mammifères, d'animaux donc, qui ont besoin de qui ont respirer. besoin de respirer, car ce sont tous ces mammifères marins, aussi bons soient-ils, Leur première des obligation, apnéistes. voilà. Il faut qu'ils respirent. Première obligation, c'est de respirer, avant même de se nourrir, c'est de respirer. Donc il faut qu'ils soient capables, quand ils sont sous la banquise, de trouver un trou, une brèche quelque part où ils vont pouvoir passer la tête à l'air libre, du moins le rêvant, pour pouvoir respirer. Donc tous ces animaux ont développé une aptitude extraordinaire qui est l'écholocation, c'est-à-dire ils ont un système véritablement de radar dans la tête, de sonar, qui leur permet d'avoir une véritable vision acoustique des choses. Il faut savoir que ce qu'on peut entendre nous avec notre oreille, ça se situe dans une gamme de fréquences entre 20 et 20 000 Hz. Ce qui sert véritablement à l'écholocation, ce sont des fréquences beaucoup plus hautes, des ultrasons, donc qui peuvent aller donc de 20 000 jusqu'à bien au-delà, jusqu'à 150 000 Hz. Et c'est cette gamme de fréquences-là, donc les ultrasons, qu'ils envoient par cliquetis, par train d'ondes comme ça, qui se répercutent sur l'obstacle, qui revient à eux, qui leur permet de former cette image. Si à l'œil nu, ils peuvent voir à quelques dizaines de mètres, peut-être autour d'eux, la vision acoustique leur permet de voir à plusieurs centaines de mètres d'eux. Donc ça élargit complètement leur horizon et donc de pouvoir beaucoup mieux percevoir, ah ben à cet endroit-là, il y a une brèche, je vais pouvoir venir respirer là ou ailleurs. Enfin, Et d'ailleurs, ceux qui illustrent le mieux ça, ce sont les phoques, parce que tous les petits points noirs qu'on voit comme ça autour de nous sur la banquise sont des phoques qui sont là, qui profitent un peu du soleil et qui prennent un peu de répit. Mais si jamais ils distinguent le moindre mouvement ou la moindre odeur suspecte, hop, évidemment, le salut, c'est d'aller sous la banquise, et notamment pour échapper à leur prédateur, qui est l'ours polaire. Et leur vraie sécurité, c'est qu'une fois qu'ils ont plongé, s'il y a une menace, que ce soit un ours polaire qui va être capable de les attendre des heures durant à la sortie C'est du d'avoir trou, plusieurs trous. c'est d'avoir plusieurs trous et donc d'être capable de retrouver ces différents trous. Donc une fois qu'il a plongé sous la glace, il faut qu'il mette son sonar en fonctionnement, qu'il soit capable de se recréer cette image acoustique pour pouvoir trouver le trou qui est peut-être à quelques centaines de mètres de là. Donc. Et c'est probablement ce qui les met à l'abri. Mais ce qui les met à l'abri aussi, c'est une adaptation morphologique. Ouais. Ces mammifères n'ont pas de nageoire dorsale, Non. qui les gênerait évidemment dans cette déambulation sous la glace. On n'imagine pas un des prédateurs des phoques ou des narvals, l'orque, s'aventurer sous la L'orque banquise. a une nageoire dorsale chez les mâles qui peut atteindre presque 2 mètres de haut. Très difficile pour un orque donc de s'aventurer sous la banquise pour aller attraper un de ces mammifères. Par contre, voilà, narval, beluga, baleine boréale sont capables de jouer comme ça juste sous la glace. Et même un narval de presque 5 mètres de long est Ouais, capable de presque. venir passer la tête ici pour prendre une bouffée d'air et repartir en apnée, ce qu'un orque serait incapable de faire. Que je comprenne bien, l'écholocation qui est en ultrasons, c'est que tu as une communication différente de sons qu'on peut entendre qui peuvent participer, eux, à une communication plus classique de cohésion sociale oui, ou de signal. Voilà. Mais alors là, il y a une profusion en fonction des espèces. Oui, il y a une profusion de sons et d'ailleurs tu vas voir, on a un échantillon de différents mammifères marins qu'on peut entendre là sur cette cassette. Je vais enlever les moufles. Alors, ça va démarrer. Ça, c'est ce qu'un hydrophone peut capter. C'est ce qu'un hydrophone peut capter. Alors, il y a plusieurs animaux enregistrés. Voilà. Là, ça commence. Ça, c'est le narval. Ça, c'est bien. Là, un autre, ça fait différent. Les phoques encore. C'est ce qu'on vient d'entendre D'accord. à l'instant. Ça, ce sont des phoques, ce bruit très sourd, très long. Une symphonie là-dessous.
ça c'est très caractéristique. Une espèce de c'est bruit le morse presque métallique, c'est le morse. Ouais. Moins gracieux. Oui, ouais. Un bruit métallique. Très, Mécanique. très particulier. Ouais. Dingue. Le plus étonnant, alors là, tu vois, on dirait des oiseaux. C'est véritablement un chant d'oiseau. Ça, c'est le beluga, surnommé même le canari des mers. Tellement sa gamme de vocalises est variée. Alors, ce qui est très frappant, c'est que chaque espèce a sa signature sonore. Mais mieux que cela, c'est que pour ceux qui sont spécialistes de ces Ceux qui sons-là, écoutent les mammifères marins régulièrement, presque journalièrement, ils sont capables d'identifier déjà des populations. Simplement dire que tiens, ça c'est la population qui vit au nord, c'est-à-dire reconnaître des accents locaux. Comme on peut dans une même langue avoir un accent du sud de la France, un accent du nord, c'est pareil, on peut détecter comme ça au sein d'une même espèce les belugas qui vivent dans une région et les belugas dans une autre. Mais les spécialistes vont beaucoup plus loin, ils sont capables de reconnaître les individus. bon, on les a entendus. Le plus compliqué maintenant, Allez, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller les voir. je vais remonter l'hydrophone. Si certains animaux utilisent leur organe bioacoustique pour se diriger, l'ours polaire, lui, sur la banquise, utilise son odorat extrêmement développé pour détecter le moindre effluve qui l'orientera immanquablement vers sa proie. La patience du photographe est peut-être récompensée. Il court chercher son guide inuit et sa tenue de camouflage. Qu'est-ce que t'en penses? 4 ans? Oui, 3 ou 4 ans. C'est les plus dangereux. Oui. Il n'a pas peur. Il faut faire très attention. Il peut attaquer. Ok, here we go. Il nous regarde. Le vent est dans la bonne direction. Oui, le vent vient de ce côté. Il ne peut pas nous sentir. On peut se rapprocher. Rémi Marion, spécialiste de la faune arctique, et son guide se sont approchés d'un ours polaire, Nanook en langue inuite.
Le plus grand prédateur du Grand Nord a la réputation d'être curieux. Celui-ci semble jeune et téméraire. Essayez de pas le perturber. On a eu de la chance parce que ce matin, c'était pas gagné de voir un ours. Il est à 500 mètres du camp là. Mais il a fait comme nous, il s'est bien protégé du vent qui a bien soufflé. Et là, il a trouvé un humoc, là, une arête de glace, et il est bien tranquille. Et il vaut mieux que ce soit un jeune qui soit près du camp, parce que même s'ils sont expérimentés, on arrive toujours à les mettre en fuite sans risquer un accident beaucoup plus grave. Ce serait un gros mâle de 400 kg, ce serait un autre problème. 4-5 ans, il ne va pas encore se reproduire, même si c'est un mâle, il est encore trop jeune. Il faudra qu'il attende d'avoir une grosse carrure, d'avoir atteint 300 kg, 350 kg, 10-12 ans pour pouvoir se reproduire. Si c'est une femelle, eh bien, il peut intéresser des mâles des alentours. Il se détend, il s'étire. Alors, c'est pas qu'il nous a oubliés, loin de là. Hein. Il est à peu près certain qu'il a repéré notre présence incongrue dans son environnement. Mais bon, il continue à happer l'air, à se gratter. Là, on pourrait presque voir si c'est mâle ou femelle. Mais dans les replis du poil, un peu plus compliqué. Alors, il y a encore quelques semaines, la banquise c'était le siège des amours des ours. Hein. C'est seulement en octobre, quand les femelles vont s'installer dans une tanière, dans un trou de neige, que en fait, il va y avoir implantation de l'œuf, en fait, pour une naissance qui aura lieu au mois de décembre. Donc après 55 jours simplement de gestation, les petits oursons naissent un peu comme des gros rats sans poils, aveugles, et je dirais un peu presque comme des marsupiaux. Au lieu d'avoir une poche, eh bien, c'est une tanière. Eh bien, les oursons vont rester blottis contre leur mère pendant 3 mois et grossir très vite. Hein. À la naissance, 500 grammes, 800 grammes. Puis quand elles sortent au mois de mars, eh bien, les petits sont déjà relativement gros et vifs. Ils font une douzaine de kilos, déjà prêts à affronter la banquise. Mais ils resteront quand même plus de 2 ans avec leur mère pour apprendre à chasser nos fameux phoques. Puis même quand ils sont libérés de leur mère, eh bien, ils continuent à apprendre. Et on voit quand on suit des ours avec des balises qu'en fait les zones parcourues par les jeunes individus sont beaucoup plus importantes que par les grands mâles, parce qu'ils cherchent toujours un petit peu leur nourriture. C'est pour ça que cette période de banquise du printemps a un intérêt fondamental dans la survie des ours polaires, parce que sans banquise, plus moyen d'aller attraper les phoques, et donc sans phoques, eh bien l'ours polaire ne pourra pas continuer à survivre sous ces latitudes, et évidemment d'autant plus les femelles qui doivent passer 8 mois sans se nourrir. Ah, il s'agite un peu là, donc il faut être très vigilant. Il faut vraiment éviter un contact qui pourrait être dommageable, surtout à l'animal, et on n'est pas du tout là pour ça. It's coming. Damien, viens sur nous là. Restez groupés, restez groupés. Patrice, laisse la caméra s'il y a un problème. Hein.
bouger là. Ouais. Patrice, on va décrocher. Ouais, mais il nous endort là, tu vois. Là, il nous endort complètement là. Non, il peut attaquer n'importe quand là. Il est en... Un dixième de seconde, il est sur toi, Patrice. Là. On décroche. C'est coming. L'animal s'éloigne, mais toute son attitude tend à rappeler qu'ici, l'homme est l'intrus. Que s'il le veut, Nanook peut disposer de tout ce qui vit sur cette glace. Même l'Inuit fait montre d'une extrême humilité lorsqu'il empiète sur son territoire. Il est le maître incontestable de l'Arctique. Solitaire, toujours là où on ne l'attend pas. Il traverse les montagnes, passe de baie en fjord et s'aventure sur l'océan gelé en quête de phoques, sa nourriture de prédilection. Il est capable de marcher des jours et des nuits à l'affût d'une odeur, d'un indice, du trou dans la glace où sa proie viendra obligatoirement respirer. Son air débonnaire ne doit jamais faire oublier qu'il s'agit du plus grand carnivore terrestre. Fort de sa taille pouvant atteindre 3,40 m et de son poids de 5 à 600 kg, il est le parfait prédateur de la banquise. Les Inuits disent qu'il est toujours trop tard pour fuir l'ours qui, depuis longtemps, aura décidé de vous attraper. Ces méthodes de chasse changent au gré des saisons, des terrains et des proies. Elles ont largement inspiré les Inuits dans leur stratégie de la chasse aux phoques. Voir les traces de ce plantigrade suscite toujours beaucoup de défiance. À juste titre, puisqu'il arrive que des hommes chassant le phoque deviennent à leur tour la proie de l'ours. La lecture de ces traces en apprend beaucoup sur celui qui les a laissées. Avant de commencer leur chasse aux phoques, il est important pour les Inuits de déterminer depuis quand l'ours est passé, sa taille et éventuellement son humeur. Le champ est apparemment libre. Avec leur harpon, les Inuits sondent la banquise, cherchant les zones de glace peu épaisses, pouvant être des trous de respiration de phoques, comblés par la neige soufflée par le blizzard. La confirmation arrive en reniflant la glace. L'odeur caractéristique est le révélateur infaillible de la présence du phoque.
Un infime trait de lumière inhabituel pouvant alerter l'animal et le faire fuir vers une autre ouverture, les chasseurs effacent les marques de leur passage. L'un des hommes s'éloigne à la recherche des autres trous par lesquels le phoque pourrait respirer. Sciemment, il fait du bruit pour le rabattre vers celui où l'attend le premier chasseur. Cette traque peut durer des heures. La débâcle s'accélère. Chaque minute, le vent fragmente un peu plus le flow edge. Laurent et Nicolas peuvent enfin naviguer entre les plaques de glace à la dérive, à la recherche d'animaux de légende. Le démantèlement de la banquise est l'événement majeur de la vie en Arctique. Le plancton se développe et tout peut redémarrer. Ce mécanisme est bien connu du beluga, de la baleine boréale et du narval, celui-là même qui inspira le mythe de la licorne durant des siècles. Sa corne effilée était attribuée à un cheval blanc introuvable, mais pourtant évoqué dans la Bible. L'homme qui possédait cette corne magique était protégé de tous les poisons du monde. Aujourd'hui, les Inuits chassent bien moins le narval pour sa corne que pour sa peau riche en vitamine C, absente dans cette région du monde totalement dépourvue de fruits et de légumes. Pour les deux kayakistes, approcher les narvals n'est pas une mince affaire. Les animaux d'instinct grégaire sont joueurs mais farouches. Ces mammifères marins doivent obligatoirement passer sous la glace pour rejoindre une ouverture et reprendre leur respiration. À ce petit jeu, les hommes dans leur embarcation sont vite distancés. Il faut trouver autre chose pour oser dire que l'on a réellement vu le narval. La chance sourit à l'équipe d'Ushuaïa Nature. En l'espace de quelques heures, une brèche dans la banquise s'est formée comme une sorte de rivière pénétrant loin à l'intérieur du détroit de Lancaster. Les narvals s'y engouffrent par vagues successives d'une dizaine d'individus, chaque fois espacées de quelques minutes. Pas d'où ça va arriver. Ah! Espèce de parade. Incroyable. Pourquoi visiter cette obstination à essayer de rentrer dans le... En fait, ils essaient de... Oh là là, tu as vu la corne? Enfin, la défense, c'est une dent, hein, c'est la canine gauche. C'est que là, on est vraiment des privilégiés, quoi. Être aussi près d'animaux aussi difficiles à observer, c'est les baleines les plus nordiques de la planète, quoi. Hein. Ouah, encore un mâle.
de mal. En fait, il s'obstine à rentrer là-dedans pour progressivement, en même temps que la débâcle a lieu, réussir à pénétrer dans des estuaires, dans des endroits où l'eau est moins profonde. C'est un peu le temps de la récréation, d'une alimentation un peu plus opportuniste, un peu plus variée. Probablement le temps des amours aussi. C'est vraiment leur territoire. Et de la même manière que l'ours règne en maître sur la banquise, ici on a quand même l'impression que c'est le narval qui règne sous la banquise. Oh là. Et alors, de temps en temps, on voit une silhouette plus blanche. Et à ce moment-là, c'est un beluga, qu'on appelle aussi la baleine blanche. Le beluga et le narval font partie de la même famille. Hein. C'est très proche. Ouais, Monodontidae. Même famille, et leur caractéristique commune, c'est d'abord tous les deux n'ont pas de nageoire dorsale, ce qui leur permet de beaucoup plus facilement passer sous la banquise. Et tous les deux ont cette particularité que ne présentent pas les autres cétacés. Ils ont les vertèbres cervicales qui sont encore mobiles et qui leur permet de tourner la tête. Et ça leur confère, si on a la chance de les voir dans l'eau, ils sont vraiment capables de, une fois qu'ils t'ont passé devant, se retourner et te regarder tout en continuant leur route. J'ose pas espérer une rencontre sous l'eau, mais déjà d'avoir vu ce simple passage, suivi par une petite famille de guillemots. Alors, on s'est beaucoup interrogé sur l'utilité de cette défense. Alors évidemment, la première théorie, c'était de se dire ça servait à percer la glace pour aller respirer. Mais ça, malheureusement, l'histoire était trop belle parce que la glace est évidemment trop épaisse et surtout, la défense est trop fragile. Alors après, on s'est demandé si ça n'avait pas un rôle pour l'éco-location. Ouais, tu sais qu'avec leur écolocation, ils sont aussi capables d'infliger des sortes de petits chocs acoustiques sur des petites proies. Et on a pensé qu'ils pouvaient faire des joutes acoustiques comme ça entre deux mâles et que cette corne pouvait avoir un rôle pour amplifier le son, l'impact de cette eau. Bon, ça aussi, Après, on a pensé que c'était pour chasser, mais on voit pas comment, en éprenant des proies, ils pourraient après les récupérer. Donc ça non plus. Et en fait, pour finir, c'est tout simplement un attribut sexuel passif qui leur permet... secondaire, où la plus grande défense montrerait un peu une plus grande vigueur et une place dans la hiérarchie du groupe. Ah, regarde ce vol magnifique. Je sais pas ce que c'est, c'était des éders ou des guillemots. Non, c'est des éders. « 2h du matin, sur la banquise, noyé sous une écharpe de brume. Ça, c'est l'Arctique. Dans le repère secret des narvals.
Ah, putain. Vous pouvez même pas imaginer un jour voir le centième de ce qu'on a vu. Là, c'est extraordinaire. Un balai incessant de narval, un flot ou un flux continu qui sont venus. Et t'as vu, on les voit par groupe, hein. Les femelles avec les petits, un petit peu plus tard que des mâles avec des défenses très Ils se très longues. retournent devant nous, plient le cou, nous présentent Ouais, presque une révérence, hein, quand leur je vois comme ça, là. rostre. C'est. Là, t'as vu, à 3 mètres, on les avait à toucher. Tu les entendais? Oh là là, c'est impressionnant, hein, le chant. Fabuleux. Rencontre avec la licorne au milieu de l'océan Arctique. Ça. Non mais au début on a eu des visions furtives Ah ouais, puis à la fin. et c'était profondes. Et à la fin c'est une eux, vraie comme inquisition, toujours. quoi. Ils viennent vraiment. Tous les contacts avec les animaux, ce sont les animaux qui décident et jamais l'inverse. Et même des mères avec des petits, hein, Ouais. qui venaient. Là, à venaient me l'instant voir, à l'instant, ouais. Fabuleux. Fabuleux. Extraordinaire. Hein? Fantastique. C'est extraordinaire. Ils t'attirent vers le bas. Ah, c'est sûr. Ils jouent avec toi, ils sont contents d'être là. On sent qu'il y a vraiment une osmose, une communion, quoi, tu vois. Fabuleux. Des dizaines de narvals. La rencontre la plus La plus rare, la plus rare difficile. que l'on puisse faire avec les mammifères marins. Et pendant qu'on sort tout simplement pour se réchauffer, ils repassent dans l'autre sens. C'est extraordinaire. La licorne n'a vraiment pas failli à sa légende. Sa rencontre, toujours improbable, demeure magique. Narval et beluga voyagent souvent de conserve et partagent leur univers dans une belle harmonie. Au regard de cette cohabitation, on peut se demander si la promiscuité entre espèces différentes ne favorise pas à la longue une vraie communication ou même un langage commun. Car si narval et beluga manifestement s'apprécient les uns les autres, ils semblent aussi parfaitement se comprendre. En suivant la fonte de la banquise, ces doux mammifères marins se retrouvent parfois pris au piège, car ils nagent souvent là où la glace derrière eux peut se refermer. C'est le prix à payer pour être les premiers au rendez-vous du grand festin. Il faut aussi leur souhaiter qu'aucun ours blanc ne croise leur chemin trop tôt. En l'espace de 3 semaines à peine, le camp se retrouve les pieds dans l'eau. Presque chaque jour, il faut déplacer les tentes. Les trajets sur la banquise deviennent de plus en plus mouillés. Pour la dernière fois, Nicolas part rejoindre le Flow Edge. Le blanc cède peu à peu la place au bleu turquoise des lentilles d'eau qui se forment à la surface de la banquise. Chaque lentille agit comme une loupe et accélère le processus de fonte. C'est pour cette raison que tout va très vite et qu'il est de plus en plus difficile de s'aventurer sur ce qui était il y a peu encore le gigantesque terrain d'exploration de l'équipe d'Ushuaïa Nature.
Les falaises se partent à leur tour de couleur et renvoient à la banquise son rayonnement. Printemps et été vont se confondre et ne durer que quelques semaines. Le temps très court pour la nature, faune et flore confondus, de se gaver de vie. Excepté pour les ours polaires qui, faute de banquise, ne pourront plus chasser. Pour eux, le temps du jeûne est venu. Nicolas est au bord de cette zone extraordinaire où la nature célèbre chaque année le mariage de l'océan gelé et de l'océan liquide. Une frontière changeante, de plus en plus bouleversée, et qui ne cesse d'être repoussée toujours un peu plus vers le nord en raison du réchauffement de la planète. Même si le spectacle demeure ici une apothéose de la vie animale sauvage, cette intense vie arctique ne sait plus très bien à quel sein de glace se vouer. Ah, c'est tellement beau. Minuit sur la banquise. Salut les enfants. À bientôt. Et voilà, au moment où on doit se résigner à quitter ce que l'on appelait autrefois les confins terrestres, eh bien nous aurons solidement arrimé à notre mémoire cette exceptionnelle rencontre avec les narvals. Et nul doute qu'ils avaient le choix de nous éviter ou de nous ignorer. Et ils ont fait le choix de nous honorer de leur présence et de leur élégante silhouette. Et ces sentinelles boréales nous ont délivré le plus sublime message d'amitié. Il appartient maintenant à chacun d'entre nous de tenter de l'interpréter. Et c'est probablement pas un hasard si tous les méridiens de la planète convergent vers ces latitudes boréales, comme si le reste de la Terre venait ici puiser ses racines. À charge à nous de ne pas rompre ces liens essentiels, car notre futur en dépend probablement. Allez. À bientôt les narvals. Merci.